Merci de choisir ITV pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Apaisement de la tension sociopolitique des organisations de la société civile lance la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. Remobiliser les citoyens autour de l'essentiel pour la sauvegarde de la démocratie, entre autres objectifs de cette initiative. Et en attendant le lancement de cette plateforme le 18 février prochain, des membres de ce collectif étaient en visite dans nos locaux ce matin. Dans ce journal également, vous entendrez les cris du cœur des habitants d'une île presque coupée du reste du monde. Pas d'eau potable, pas d'électricité, encore moins de moyens de transport. Les habitants de Nyomoun n'en peuvent plus de vivre ce calvaire. Et comme chaque mercredi, vous aurez la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir à Kaolack, dans la commune de Kermadiabel, fondée dans les années 1800 et d'où sont originaires d'imminentes personnalités politiques et religieuses du pays. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. La pêche illicite pour démarrer. Cette édition, Greenpeace Afrique alerte sur la présence suspecte d'un bateau-usine russe dans les eaux sénégalaises. Le bateau étant en activité au large de la petite côte depuis plus d'une semaine. L'organisation invite le ministère à prendre des mesures pour protéger les pêcheurs sénégalais. Dr Aliouba, responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique, nous livre plus de détails. D'après nos investigations, on a constaté depuis le 7 février la présence d'un navire russe. Donc, c'est un bateau-usine d'une très très grande capacité, d'environ 2000 tonnes et d'une longueur de 120 mètres. Donc, ce bateau-usine est en activité entre la petite côte en face de Bourg et Joal et en Casamance. Donc, la présence de ce navire est très très inquiétante aujourd'hui au Sénégal, d'autant plus que tout le monde sait que les pêcheries sénégalaises sont dans une situation vraiment alarmante. La majeure partie des stocks sont surexploités, les pêcheurs n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et les Sénégalais peinent à trouver du poisson pour leur consommation. Donc, on ne comprend pas la présence de ce navire, d'autant plus que le Sénégal n'a pas d'accord de pêche avec la Russie. Donc, nous appelons aujourd'hui les autorités à vraiment clarifier donc, la présence de ce navire dans les eaux sénégalaises et invitons le ministre ou bien les autorités à publier la liste des navires de pêche autorisés au Sénégal, ce qui faciliterait la surveillance participative de nos eaux pour le bien vraiment des communautés qui dépendent exclusivement de cette ressource. L'île de Nyamoun, dans la commune de Kafountine, fait partie des localités les plus enclavées du pays. 5 heures en pirogue et 107 km de route. C'est ce qu'il faut faire pour allier la ville. En plus de cela, la localité ne dispose ni d'eau potable ni d'électricité. Et si rien n'est fait par les autorités pour stopper l'avancée de la mer, cette île risque de disparaître. Reportage sur place à Sanba et dans Sambou. Situé dans les îles de Briskassa, le village de Nyomoun souffre énormément de son enclavement. Cette localité de près de 3000 habitants est dépourvue de toute infrastructure de base. Trouver de l'eau potable est un véritable casse-tête pour ces insulaires. Pendant la saison des pluies, nous nous affairons à recueillir de l'eau dans des bidons, bien dans des fûts de 200 litres, des bidons de 20 litres, comme par exemple cette année, il a beaucoup plu. Nous avons assez recueilli de l'eau pour boire et faire la cuisine. Cette localité est logée dans la commune de Kafountine, mais ses habitants se décarcassent dans des pirogues de fortune pour allier la capitale communale. Les 5 heures de traversée maritime pour aller à Ziguinchor, ensuite faire 107 km de route pour disposer d'une pièce administrative, figure en bonne place sur les obstacles qui entravent le développement de Nyomoun. Soit passer par Elenquit, prendre les transports en commun, ou passer par la pirogue, le courrier qui fait la navette entre Ziguinchor et Nyomoun. Ou
par encore la voie maritime directement à Djouloulou. Mais ce sont des occasions rares. L'occasion la plus fréquente, c'est celle qui assure le trafic Nyomoun-Ziguinchor, Ziguinchor-Nyomoun. Nyomoun-Ziguinchor, la durée du trafic est en moyenne de 5 heures de temps. Et de Ziguinchor, on fait les 107 km pour nous retrouver dans la commune de Nyomoun est aussi victime de l'avancée de la mer, qui menace fortement le village et salinise les terres rizicoles. Très menacé, très menacé. Et pourtant, si l'État s'affaire à réduire au mieux ces difficultés-là, parce que nous avons voyagé un peu partout et nous connaissons quelque chose, comme par exemple les tracteurs flottants qui peuvent, en un temps record, faire des digues anti-sel pour parer l'avancée de la salinité. Nous recevons à maintes reprises des promesses qui s'évaporent dans l'air. Comme beaucoup de localités sur la côte casamançaise, Nyomoun est aussi menacé de disparition si rien n'est fait. Allons à présent dans le nord du pays, à Saint-Louis. La deuxième édition du Forum sur les énergies renouvelables vient de se terminer. La rencontre a été l'occasion pour les participants d'échanger sur les nombreuses opportunités qu'offrent le soleil et l'eau. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des travaux. Ousmane Sow, directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, nous détaille tout au micro de Momar Alesnian. Aujourd'hui, le premier enseignement sur lequel tout le monde est tombé d'accord, c'est qu'une ressource comme l'énergie, un besoin comme l'énergie, on ne peut pas faire dépendre cela de l'extérieur. Il faut développer une stratégie nationale pour être indépendant. La guerre en Ukraine a été qualifiée de salutaire pour certains, parce que ça a permis de réveiller, en tout cas, les acteurs nationaux comme territoriaux, sur la nécessité véritablement de s'engager dans la promotion des énergies renouvelables parce que le potentiel est là et à suffisance pour pouvoir satisfaire à la fois la demande sociale au niveau des ménages, mais satisfaire également la demande des entreprises. Nous sommes dans une région à vocation principalement agricole et je sais, on a besoin de développer beaucoup d'unités de transformation de nos produits locaux qui vont créer de la valeur, créer des emplois. Et on a besoin également de réduire la facture énergétique et nous engager dans une dynamique véritablement donc, de développement durable. Donc, véritablement, le forum a donné l'opportunité aux acteurs territoriaux d'être beaucoup plus sensibles sur la problématique, mais également a permis à ce qu'on s'est accordé vraiment sur les actes à prendre pour profiter donc, de ces solutions énergétiques au niveau local. Et en marge de la clôture de la quinzaine de la relève agricole, le Collège des jeunes du CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, a initié une table ronde pour faire le point sur la situation de l'emploi en milieu rural et discuter des différents modèles d'insertion des jeunes dans l'agriculture. L'objectif est de trouver des voies et moyens de faire contribuer la jeunesse agricole dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Plus de détails avec Babacar Seck. Le Collège des jeunes du CNCR, avec le Conseil national de la jeunesse, a engagé la réflexion pour que la voix des jeunes dans le secteur de l'agriculture soit entendue. Cette idée de mettre en place cette alliance nous vient du Fonds international de développement pour l'agriculture et pour le seul et unique objectif que notre voix soit une voix, que cette voix soit très bien entendue et que également cette alliance puisse représenter la jeunesse rurale sénégalaise dans sa diversité auprès des acteurs étatiques et de ses partenaires techniques et financiers sur la consultance et la consultation sur les questions les concernant dans leurs installations dans les milieux agro-silvopastoraux et halieutiques. Cette alliance permettra la prise en charge de la préoccupation des jeunes. Avec le président du Collège des jeunes CNCR, on a travaillé ensemble à travers maintenant des réunions. On a vu que la jeunesse sénégalaise avait besoin maintenant de cette alliance pour que leurs préoccupations puissent être prises en charge.
la jeunesse est un maillon important pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Lorsque nous voyons que le CNCR s'est engagé à travers vraiment des jeunes pour prendre la relève de la souveraineté alimentaire, c'est un signe d'espoir. Et pour dire, comme on l'a dit au niveau de la salle, il est temps vraiment qu'on sorte des sphères de réflexion pour être dans des sphères d'action. À terme, la participation des jeunes sera renforcée dans la mise en œuvre des politiques agricoles. Je vous le disais dans les titres et situations politiques tendues, la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation. Mesure souhaite engager le dialogue avec les partis politiques, les médias et les citoyens pour apaiser les tensions. Selon les membres de cette organisation, il urge d'agir pour maintenir la paix. Ils étaient en visite ce matin dans les locaux du groupe E-Média, compte rendu Mamadoussi et Barassao. Tensions politiques, invectives, manipulation, ces faits inquiètent le collectif d'organisation de la société civile dénommé Mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation, mesure qui veut prendre les devants pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Nous savons que la tournure des choses ne rassure pas. Un certain nombre de discours soubresauts sont en train de prendre forme et compte tenu de ces risques internes, mais également des risques externes qui a amené les initiateurs de cette initiative à vraiment se mobiliser. Ces membres de la société civile ont rendu visite au groupe E-Media Invest. Ils veulent collaborer avec les acteurs de la presse afin d'atteindre les objectifs fixés par l'organisation. Une initiative appartient également aux médias, à tout le monde. Par conséquent, connu, véritablement échanger sur les priorités de cette initiative, les objectifs, et concorde également avec ceux des médias. Ce collectif d'organisation de la société civile veut aller au-delà de l'alerte à rassembler l'ensemble des idées reçues, inscrire la dynamique dans le long terme. Nous ne voulons pas nous limiter juste à alerte. Quand on alerte, c'est en général sur le court terme, alors que nous voulons à la fois embrasser le court, le moyen et le long terme. Mais au-delà des réflexions, des idées qui vont sortir de là, vraiment accompagner également la mise en œuvre de ces idées-là. Après les médias, la mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation va rencontrer les acteurs politiques. Ces membres comptent jouer pleinement leur rôle pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le pays. Nous ne voyons pas la pluralité comme soi. À défaut de collaborer, trouver des synergies. Pensons que c'est possible, puisque l'intention véritablement préserver le Sénégal. Et à partir de demain, 16 février jusqu'au 17 février, l'organisation des professionnels du numérique et le regroupement des organisations des professionnels des TIC organise à Dakar le Salon international de l'économie, des professionnels de l'économie numérique, accélérer la transition numérique pour renforcer l'intégration économique au sein de l'UEMOA, thème de cette 6e édition dont l'objectif est de renforcer l'employabilité dans l'espace sous-régional. Les deux entités ont fait face à la presse, compte rendu à l'USOA. Dakar, capitale du numérique, les 16 et 17 février, plus de 50 intervenants à travers 7 panels, une première dans l'espace UEMOA avec des innovations. C'est la première fois que le CIPEN rassemble tous ces secteurs privés de l'UEMOA et donc on va aborder une thématique importante qui est l'accélération de la transition numérique pour renforcer l'intégration économique. À travers cet événement, vous rappelez que notre précédente édition était totalement virtuelle, immersive. Cette édition, ce sont les deux caractéristiques, le caractère régional, le caractère hybride qui va faire qu'on est visible de partout. Dans ce salon international des professionnels de l'économie numérique, les attentes sont nombreuses, mais le président du groupement des organisations des professionnels des TIC liste les enjeux. Engager, renforcer cette transformation digitale qui est déjà en marche dans les différents pays
avec les différentes institutions, accélérer donc cette transformation digitale dans la sous-région. Et comme l'a dit Idrissa tout à l'heure, ça va être un vecteur de création de richesses et de création d'emplois. Une première rencontre des acteurs du numérique de l'espace UEMOA. L'État du Sénégal compte accompagner les acteurs. Favoriser l'appui, l'accompagnement du secteur privé. Donc quand celui-ci est dynamique, il nous facilite. Nous, à des PME, nous accompagnons déjà le numérique parce que le constat est clair, il est limpide. Plus on se numérise, plus on est productif, plus on génère des ressources et on est en capacité de générer de l'emploi. Le numérique, un secteur incontournable dans l'économie ouest-africaine. Selon les organisateurs du salon, ces acteurs exigent à cet effet une loi sur le contenu local autour du numérique. Parlons d'un autre secteur, le secteur de la microfinance, un secteur dynamique selon la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. En tournée à Kayar et Mont-Roland, Victorine Ndeye a fait savoir que l'État est prêt à injecter plus de ressources dans la microfinance. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Victorine Ndeye voit un secteur en pleine expansion. Une visite à Thiès et Kayar a permis au ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire de constater de visu les performances dans le secteur. L'enseignement tiré d'abord le dynamisme du secteur par rapport aux attentes des bénéficiaires, bien entendu, qui partout où nous sommes passés ont demandé à avoir beaucoup plus d'accompagnement dans l'encadrement, dans la formation, bien entendu, aussi dans le financement. Mais aussi relever que partout aussi où nous sommes passés, que ce soit depuis le RESCOP jusque-là, nous avons retrouvé toute la philosophie de l'économie sociale et solidaire, régie par le principe d'abord de la mutualité, des acteurs qui acceptent de se mettre ensemble. La tutelle promet de doper les institutions de la microfinance. L'accompagnement, il est permanent, nous le faisons. Vous avez vu un accompagnement avec le siège, à travers les instruments du ministère, qui, sur le FIMF et le FONAMIF, qui ont quand même pris en charge tout le matériel et l'équipement. C'est normal parce qu'il nous faut aussi être à côté des mutuelles pour pouvoir les capaciter davantage. Mais aussi, vous avez entendu tout à l'heure parler de la place des prix, la ligne de 337 millions qui a été, la requête qui a été déposée au niveau du FONAMIF. On ira certainement bien au-delà parce qu'au-delà du ministère aussi, aujourd'hui, au niveau central, il est question de mutualiser avec les différents instruments qui ont été mis en place par son Excellence le Président de la République, à savoir le 3FPT pour la formation, l'ADER pour le financement, le FONGIP pour la garantie. Et à ce moment-là, en mutualisant, qu'on peut avoir beaucoup plus de force de frappe et qui permettent vraiment de satisfaire la demande des acteurs. Le défi de la formation a été posé par les acteurs. Sur la question, Victorine Ndeye promet de ne pas lésiner sur les moyens pour répondre de façon optimale à cette doléance. Tout autre chose, le président de l'International des parents d'élèves qui regroupe 21 associations nationales de parents d'élèves d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie est en visite à Dakar où Hector Ouedraogo compte proposer aux autorités sénégalaises d'installer le siège de l'organisation à Dakar. Je vous propose de l'écouter. Dakar a été choisi comme secrétariat permanent pour abriter effectivement ce secrétariat permanent-là. Et depuis lors, on n'a pas pu effectivement donner un coup d'envoi des activités. C'est ce qui justifie la présence du secrétaire général, M. Ahmed, et de la mienne ici au Sénégal, pour rencontrer les plus hautes autorités donc, de votre pays, afin de faire un plaidoyer pour que ce qui semblait jusque-là virtuel soit une réalité. Parce que abriter le siège de l'International des parents d'élèves et d'étudiants, donc à Dakar, ici au Sénégal, est non seulement un privilège pour votre pays, mais cela donnera une grande notoriété à votre pays,
qu'est le Sénégal. Et nous avons marqué notre accord pour cela et nous voudrions que les plus hautes autorités nous accompagnent dans cette dynamique-là pour que le siège permanent, le secrétariat permanent de l'IPE soit une réalité dans votre pays. Situé dans la commune de Keur-Madiabel, située dans le département de Nioro, plutôt, la commune de Keur-Madiabel a été fondée en 1883, zone agricole par excellence. Keur-Madiabel a vu naître plusieurs personnalités politiques et religieuses du pays et malgré cela, la commune est victime d'une incohérence territoriale qui doit être corrigée selon le maire. À la découverte de Keur-Madiabel avec nos correspondants à Kaolack, Adama Sarr et Astomay. Niché au cœur du bassin arachidier, Keur-Madiabel est fondé en 1883. Plusieurs ethnies y cohabitent. Et c'est une ville agréable. On dit Keur-Madiabel, Saare Ndiogoulo, Guinaari Ñofi Mboum. Donc quand vous voulez manger du mboum, c'est un poulet que vous mangez. Donc c'est une ville de prospérité. Et c'est ça qui a justifié qu'à Keur-Madiabel, nous sommes dans une entité cosmopolite. Vous allez retrouver toutes les ethnies. Il y a les Wolofs, il y a les Alpulaar, il y a les Serer, il y a les Djola, il y a les Balantes, il y a les Peul, il y a les Soninké. Tout le monde est là à Keur-Madiabel. D'ailleurs, le quartier dans lequel j'habite, qui s'appelle Sam, à l'époque s'appelait Ndiakhasso. Ndiakhasso, vous savez bien ce que ça veut dire. Donc, on a l'habitude de vivre dans la paix, dans la sérénité, et toutes les cultures se croisent et on le gère tranquillement. Les atouts de Keur-Madiabel sont très nombreux. C'est d'abord une commune où nous avons des citoyens, des personnes extrêmement engagées, et très pointu dans la recherche du savoir et de la connaissance, aussi bien du point de vue religieux que du point de vue scientifique. On a entendu des érudits de Keur-Madiabel qui font notre fierté. C'est un fief religieux très puissant. Vous allez voir, il y a beaucoup d'activités religieuses qui se passent ici. Au plan intellectuel, vous savez, administratif, nous avons aussi des ressources que vous connaissez. Je veux citer par exemple le président Moustapha Niasse, qui est une icône internationale qui fait la fierté de notre commune, le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui est le ministre de l'eau et de l'assainissement. Vous connaissez certainement le professeur Kamador Touré, qui est l'un des meilleurs neurologues au monde. Vous connaissez certainement le grand mathématicien, le professeur Moustapha Sokhna, qui est aujourd'hui le directeur de la FASTEF. Vous connaissez certainement Ibrahim Diop, qui était aussi directeur de la FASTEF, qui a fait allemand, qui est de Keur-Madiabel, je peux en citer à l'appel. Donc, qui sont des personnalités de très haut niveau et qui sont de Keur-Madiabel, ça fait notre fierté. Ensuite, c'est une population qui aime travailler. Les gens travaillent, ils sont dans l'agriculture, ils sont dans l'élevage, ils sont dans toutes les activités génératrices de revenus. Et je pense que cela est un atout énorme. Mais quand vous allez voir les activités économiques de Keur-Madiabel, aujourd'hui, nous nous positionnons en termes de hub de transformation. Parce qu'il nous est difficile de produire à grande quantité du mil, de l'arachide, etc. C'est une population qui aime travailler. Les gens travaillent, ils sont dans l'agriculture, ils sont dans l'élevage, ils sont dans toutes les activités génératrices de revenus. Et je pense que cela est un atout énorme. Mais quand vous allez voir les activités économiques de Keur-Madiabel, aujourd'hui, nous nous positionnons en termes de hub de transformation. Parce qu'il nous est difficile de produire à grande quantité du mil, de l'arachide, etc. Mais aujourd'hui, quand vous regardez tout autour, vous avez une floraison d'activités. Cependant, Keur-Madiabel est confronté, selon le maire, à un problème d'incohérence territoriale. Keur-Madiabel étouffe. La commune, voilà, c'est 3 km, 2 km 500. Voilà, on est complètement pris en étau par la commune de Gentekay à l'est, la commune de Kermondongo à l'ouest, la commune de Wakunguna au sud, et la commune encore de Kermondongo au nord.
Paradoxalement, il y a un quartier de Kermadiabel. Vous entrez dans ce quartier, vous ne savez pas que vous êtes dans une autre commune. Vous avez vu quand on est arrivé là, il y a un village, vous ne pouvez pas imaginer que ce n'est pas Kermadiabel. Donc c'est un certain nombre d'incohérences territoriales que nous souhaiterions corriger pour pouvoir respirer. La population de Kermadiabel est évaluée à 20 000 habitants. Adam Assar, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes. Yes.